Nous sommes de retour dans cette édition du 15 juillet du Minimag, la lettre de l'acheteur en partenariat avec place-de-la-bourse.fr et il est désormais temps d'ouvrir notre rubrique l'interview avec Marion Balestier. Marion qui est gérante matières premières chez Ophi Asset Management. Bonjour Marion. On va commencer votre interview par cette observation. On observe sur le marché des matières premières, qu'elles soient agricoles ou industrielles, une correction depuis les plus hauts de mars 2022. Quelles en sont les explications, Marion ? Alors, il y a deux explications, il y a deux facteurs principaux à cette correction assez généralisée des matières premières sur ces dernières semaines. La première, ce sont les anticipations de ralentissement de la croissance au niveau mondial, puisque c'est le scénario que le marché est en train de dessiner ces dernières semaines. La raison principale, c'est que les banques centrales sont un petit peu en train de courir après l'inflation. Elles se sont fait surprendre par les niveaux, par la résistance de l'inflation, et aujourd'hui elles ont été obligées d'adopter un ton assez dur et d'enclencher un cycle de resserrement monétaire assez brutal. Donc évidemment, ça affecte les anticipations de croissance et ça affecte notamment les anticipations de demande de matières premières dans les prochains mois. Et effectivement, si une récession devait se décider, on aurait nécessairement un impact sur les demandes de pétrole, sur les demandes de métaux, etc. Donc, dans cette anticipation, le marché fait baisser les cours. Le second point qui justifie ce mouvement, c'est la politique du zéro Covid en Chine, puisque ça n'est a priori échappé à personne. Le gouvernement chinois avait décidé il y a quelques mois maintenant un confinement assez drastique de sa population pour mettre l'épidémie sous contrôle. Et ce confinement, il a dû affecter une grande partie de la croissance chinoise, de l'activité chinoise, puisque c'est un pays qui est resté quasiment paralysé pendant près de 2 mois. Donc l'impact est nécessairement important et ça impacte la demande mondiale et notamment la demande mondiale de métaux, puisque la Chine est un très gros consommateur de métaux, c'est le plus gros consommateur de métaux au monde. C'est un pays qui consomme entre 40 et 50% de la production de tous les métaux du monde. Donc forcément, c'est un ralentissement de la demande à court terme. On a d'ailleurs le PIB chinois qui est sorti ce matin, je ne sais pas si vous avez vu, il est sorti à 0,4% pour le deuxième trimestre 2022, contre quasiment 5% au premier trimestre. Donc c'est un gros choc pour l'économie chinoise, ce confinement. Alors le pays a réouvert depuis quelques semaines, la reprise se met tout doucement en place, mais en attendant, il est clair que ce confinement a eu un impact sur la demande et sur les prix des matières premières. C'est certain. Pardon, oui, c'est certain. Juste, j'apporte une toute petite précision. Effectivement, le 0,4% au T2 2022, je rappelle quand même que ce sont des données en provenance des autorités chinoises, donc à mettre entre guillemets, puisque les analystes occidentaux estimaient la croissance au T2 à 1,2%. Donc, tout reste quand même relatif, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, ça baisse par rapport aux 4,8% du T1, quoi qu'il arrive. Oui, tout à fait. C'est sans surprise, puisque quand on confine une ville comme Shanghai, qui est le plus gros port du pays, qui est une zone d'activité industrielle très très intense, voilà, c'est évidemment pas sans conséquence. On peut peut-être évoquer en passant aussi la hausse du dollar, qui est en général un facteur plutôt baissier pour la demande de matières premières. Mais voilà, les deux points, les deux facteurs principaux pour la correction, c'est cette anticipation de récession que le marché est en train de dessiner et la politique du zéro Covid et son confinement du printemps 2022. Ouais, c'est certain. On va faire un rapide focus sur les matières premières. Vous venez de le dire. Est-ce qu'on peut juste imaginer, est-ce que la baisse du cours des matières premières agricoles, cette fois-ci, est uniquement liée à la hausse du dollar, selon vous ? Alors non, on ne le pense pas. Mais c'est vrai que sur ce cas particulier, le comportement des prix est quand même un petit peu troublant, puisque pour certaines, le prix est revenu en dessous des niveaux auxquels elles étaient avant le déclenchement de la guerre en Ukraine. C'est par exemple le cas du blé. Quand vous regardez le cours du blé sur le CME, on est revenu pré-déclenchement de la guerre en Ukraine, alors que la situation n'est absolument pas revenue à la normale sur ces marchés. Aujourd'hui, pour vous donner quelques repères, l'Ukraine exporte environ 1,2 à 1,5 million de tonnes de blé par mois,
alors qu'on était sur un rythme d'environ 6 millions de tonnes par mois avant la guerre. On est on est dans une configuration absolument différente d'avant cette guerre. L'autre élément, c'est que l'acheminement est bien plus lent aujourd'hui, puisque la mer Nord est inaccessible et que donc le transport doit se faire par train ou par camion. Donc c'est bien plus long que par bateau, les capacités sont pas les mêmes, c'est bien plus complexe, etc. Donc la correction des prix et le retour sur ces niveaux d'avant-crise est un petit peu surprenant. Sur cette production agricole, on a également les problématiques liées au réchauffement climatique qui sont venues impacter la production. On peut citer rapidement en exemple la sécheresse au Maroc ou la vague de chaleur en Inde de ces dernières semaines qui c'est un pays qui a dû revoir sa production à la baisse de 10 millions de tonnes pour le blé et qui a décidé de suspendre toutes ses exportations jusqu'à nouvel ordre. Donc ça, c'est pas sans conséquence non plus sur le marché. Pour nous, ce qui peut expliquer en partie la baisse des matières premières, c'est un phénomène de flux. C'est-à-dire on a beaucoup d'acteurs. On a beaucoup d'acteurs en fait sur ces marchés qui sont exposés via l'achat d'indices et d'indices globaux comme ce Bloomberg Commodity Index par exemple. Et lorsqu'on allège des positions sur ces indices, on vend et on ne peut pas faire de distinction entre les différentes matières premières. On est obligé de tout vendre de façon assez indifférenciée. Donc on a peut-être ce phénomène financier-là. Et c'est vrai que les investisseurs, quand tous les marchés baissent, ont tendance à prendre des profits sur les segments qui ont bien fonctionné. Et c'est vrai que les matières premières avaient fait un beau parcours jusqu'ici, depuis le début de l'année. Donc les investisseurs peuvent avoir tendance à prendre des profits pour faire de la liquidité, couvrir éventuellement des appels de marge, des choses comme ça. Donc on peut avoir un phénomène de flux. À notre sens, ça explique en partie la correction de ces dernières semaines. De ces dernières semaines, sur ce marché-là précisément. Sur ce marché-là précisément, du coup, donc on comprend que c'est une baisse plutôt structurelle que conjoncturelle dans ces cas-là. Du coup, liée à la structure du marché, comme vous venez de nous le dire. Alors, peut-être justement conjoncturelle en réalité, puisque dépendante du contexte, de cette période récente, du comportement des marchés et donc d'un phénomène de flux. Mais au niveau des fondamentaux du marché, à notre sens, on reste sur une situation qui est très tendue puisque l'offre n'est pas de retour à la normale. On est toujours dans une situation très complexe au niveau de l'Ukraine, qui est un très gros fournisseur de matières premières agricoles. On a des phénomènes climatiques qui sont non négligeables pour la production. On a la production en Europe qui est en cours en ce moment, à voir comment elle est affectée par les vagues de chaleur que l'on subit actuellement. Voilà. Donc sur ces fondamentaux, voilà, ça ne nous semble pas justifier une correction de cette ampleur aujourd'hui. Ok, très clair. C'est pour ça qu'on parle en partie d'un phénomène de flux. Ok, je comprends. Merci Marion. On parlait de la Chine en introduction. La Chine, donc on a revu les chiffres de croissance de l'économie du T2 qui sont pas bons. Les autorités chinoises l'anticipaient un petit peu puisqu'elles ont annoncé un plan de relance la semaine dernière. Quel pourrait être, Marion, l'impact de ce plan de relance chinois sur le marché des métaux industriels ? Alors, effectivement, l'économie chinoise a réouvert il y a quelques semaines et le gouvernement se rend bien compte, comme tout le monde, que le confinement a eu un impact très fort sur la croissance, sur la consommation domestique, sur la production industrielle, etc. Donc, depuis la réouverture, on voit essayer comme ça des annonces de relance au niveau de certains secteurs, notamment avec un gros focus sur l'infrastructure, sur l'immobilier et sur des secteurs stratégiques pour la Chine qui sont notamment les véhicules électriques, les énergies renouvelables, etc. Donc on a un plan de relance qui est en train de se dessiner et que les analystes qualifient déjà de troisième plus gros plan de relance pour la Chine après ceux de 2008 et de 2020. Voilà. Donc c'est un plan de relance assez important qui se met en place. C'est vrai que le gouvernement a un objectif de croissance encore très ambitieux pour 2022 et pour l'instant, voilà, les chiffres sont là pour nous le rappeler. On n'est pas du tout sur un objectif de croissance à 5 ou 5,5% comme le gouvernement le mentionnait encore il y a quelques semaines. Voilà, donc il faut s'attendre à les autorités sont vraiment déterminées à mettre en place une relance.
À quel point elle aura un impact sur la croissance chinoise au global, ça, c'est difficile de se prononcer. C'est encore une économie qui est très déprimée par les confinements. La politique du zéro Covid est encore là. Donc, on a une incertitude très forte sur la suite, sur les mesures qui peuvent éventuellement être remises en place au cours de ces prochains mois. Ce qu'on peut dire en ce qui concerne notre secteur, le marché des métaux, c'est que le plan étant très ciblé infra, immobilier, véhicules électriques, etc., qui sont des secteurs extrêmement consommateurs de métaux, ce plan peut être intéressant pour la demande de métaux dans les prochains mois. Ouais, Étant donné qu'on a un marché qui aujourd'hui est très centré sur la récession, voit beaucoup de négatifs et a pleinement pris en compte l'impact de ce confinement en Chine, peut-être qu'une réaccélération de la demande peut avoir un impact assez positif. Oui, on comprend donc effectivement que ça pourrait avoir un impact positif. Et est-ce que, donc vous nous disiez en début de votre intervention que la demande chinoise en métaux industriels correspondait à 40-50% de la demande mondiale, est-ce qu'elle pourrait compenser éventuellement le ralentissement économique qui se pointe a priori, qui semble être le scénario privilégié par les investisseurs, en Europe et aux États-Unis? Alors oui, le ralentissement, il est très probable en Europe, aux États-Unis et dans d'autres pays. C'est très difficile de se prononcer sur quel aspect l'emportera. Évidemment, ça dépend de quelle ampleur de ralentissement on parle en Europe, aux États-Unis. Si on plonge dans une récession profonde, il est très clair que l'impact sera négatif pour la demande de matières premières. Maintenant, aujourd'hui, ce qu'on a, pour être très schématique, c'est une demande de métaux qui est à 50% en provenance de la Chine et à 50% en provenance des autres pays. Donc on a 50% de la demande qui ralentit, 50% de la demande qui est en train d'accélérer avec un plan de relance très ciblé secteur consommateur de métaux. Donc on ne dit pas que ça peut pleinement compenser ce ralentissement de la demande en Europe, aux États-Unis, mais ça peut un petit peu rééquilibrer le marché quand même. Ok, très clair. On verra, mais donc on vous entend bien. On va rester sur cette problématique de croissance mondiale et on va basculer sur le pétrole. Le pétrole qui chute également ces dernières séances sur fond de crainte de ralentissement économique et de conditions et de crainte de résurgence du Covid. Est-ce que ce sont les seules explications qui justifient cette baisse, Marion ? Alors, à notre avis, oui. Disons que, pour répondre à votre question, on ne sent pas un changement au niveau de la situation des fondamentaux de ce marché. Je m'explique. Sur le pétrole en particulier, on entend beaucoup qu'on est revenu dans une situation comparable à celle de 2008, où les cours s'étaient effondrés en raison de la crise économique, donc un impact extrêmement fort sur la demande. Sur ce marché, pour nous, il y a un facteur qui fait une grosse différence par rapport à celle de 2008. C'est le déséquilibre entre offre et demande. Et ça, on le perçoit notamment quand on observe les structures de prix à terme. En 2008, on avait une abondance de pétrole et d'ailleurs, on était dans une structure de prix à terme classique, c'est-à-dire avec des prix à terme plus élevés que les prix comptants. D'accord. Donc une situation dans laquelle on n'a pas de tension sur le marché et on trouve facilement du pétrole. Quand on commence à avoir peur de manquer de pétrole, en général, les prix comptants deviennent plus chers que les prix à terme. C'est-à-dire qu'on est prêt à payer plus cher pour être sûr de s'approvisionner en pétrole tout de suite. Et aujourd'hui, la structure de prix à terme sur ce marché, elle reflète ça puisqu'elle montre un écart de $15 entre le prix comptant et le prix à terme. Donc une grosse prime sur le prix comptant qui indique assez clairement une tension sur ce marché, malgré les efforts de l'OPEP pour produire plus, et OPEC qui n'arrive pas à atteindre ses objectifs d'augmentation de la production. Donc on n'a pas vraiment de marge de manœuvre aujourd'hui. Donc à notre sens, effectivement, le marché anticipe un ralentissement assez fort. Et c'est vraiment cette raison-là qui explique la correction du prix. Maintenant, au niveau des fondamentaux,
pour l'instant en tout cas, étant donné qu'on n'a pas encore de récession profonde, le marché reste assez tendu, comme nous montre sa structure de prix à terme. Voilà. L'OPEP vient de sortir un rapport d'ailleurs. Oui. J'imagine que vous l'avez vu. J'imagine que vous aussi. Tout à fait. Et l'OPEP prévoit qu'on consommera en 2023, l'an prochain, 103 millions de barils par jour de pétrole, contre aujourd'hui environ 100. Donc elle a revu ses prévisions un petit peu à la baisse, mais même si on se base sur ces nouvelles prévisions, le marché devrait rester assez tendu, puisque en face, l'augmentation de l'offre est toujours problématique. L'OPEP prévoit qu'on aura une augmentation de la production de pétrole de 1,7 million de barils par jour, mais elle parle de l'offre non OPEP, donc en grande partie a priori en provenance des États-Unis. Sauf qu'en fait, cette hausse de la production aux États-Unis, on la voit pas venir pour l'instant. Malgré la hausse des cours ces derniers mois, on n'a pas eu de claire intention du secteur pétrolier d'augmenter sa production. A priori, ils sont plutôt réticents aux États-Unis à augmenter fortement les investissements. Voilà, on n'est pas forcément garanti d'avoir une augmentation de la production très forte aux États-Unis. Est-ce que c'est lié à la baisse des investissements qu'on observe dans le secteur pétrolier depuis 4-5 ans maintenant ? Oui, absolument. Absolument. C'est lié à la baisse des investissements partout. Donc, ça contraint effectivement l'offre. Il y a moins d'exploration. Donc, évidemment, il y a aussi moins de production. Et aux États-Unis, on a un secteur qui a été du shale oil, donc des gaz de schiste, des pétroles de schiste, pardon, qui a été plutôt qui a connu plutôt une longue phase de rentabilité négative. Donc aujourd'hui, on a des cours qui sont remontés, des rentabilités qui sont plutôt beaucoup plus intéressantes pour le secteur. Et la volonté n'est pas forcément là de réinvestir massivement, de redéployer des capex très importants. Oui, on peut le comprendre, même stratégiquement, géopolitiquement, c'était la stratégie géopolitique des États-Unis. De toute façon, l'Europe va avoir besoin de leur gaz et de leur pétrole. Du coup, laisser les prix monter, ça peut avoir du sens pour les producteurs américains. Ça peut avoir du sens, tout à fait. Exactement. Merci beaucoup, Marion. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes gérante matières premières chez Ophi Asset Management. Et eh bien, je vous souhaite une excellente journée. Vous revenez quand vous voulez. On va marquer une pause et juste après, il sera l'heure d'être en duplex avec Mathieu Driol pour ses comos du jour. À tout de suite sur TV Finance.